ma part, Jérôme Rassard, donc moi je travaille dans une coopérative qui est une caisse coopérative qui s'appelle Crédal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, on entend derrière Crédit Alternatif. Alors je vais faire un peu mon placement de produit, expliquer un peu qu'est-ce que Crédal. Il y a 40 ans d'ici, des citoyens comme vous et moi avaient décidé de mettre de l'éthique dans leur épargne. Ils se rendaient compte que quand tu mets ton argent sur un compte bancaire, tu ne sais pas ce que la banque va faire avec. Et donc tu délègues en fait le pouvoir de ton argent. Et donc, avec une grande utopie, comme ça, ils ont dit on va créer notre système financier commun, avec plusieurs fondateurs, fondatrices, des structures, mais en tout cas, c'est une dynamique privée, on n'est pas une structure publique. Et la coopérative était la structure juridique la plus adéquate. Le but n'était pas de faire une coopérative, le but était de faire un système financier transparent et démocratique. Et donc, comment ça fonctionne? On n'est pas une banque, donc on n'a pas un système bancaire avec toute l'offre de services qu'on connaît avec les comptes, les dépôts sur les comptes ou toutes les ventes de services que peut avoir une banque. On n'est pas agréé bancaire non plus, ce qui nous permet d'être alternatif parce qu'on ne fonctionne pas avec de l'argent interbancaire, on appelle ça, des fundings qui viendraient de la Banque Centrale Européenne ou autre, ce qui nous permet beaucoup plus de liberté par rapport à ce qu'on peut financer. Alors, nos coopérateurs achètent des parts, elles sont à 10 €, placement de produit. On peut être copropriétaire de Crédal pour 10 €. Et avec ces parts, on fait du crédit. Alors, les parts vous donnent droit à un droit de vote à l'Assemblée Générale et de participer au processus démocratique. C'est ça vraiment un peu l'ADN d'une coopérative. Après, elle se décline sous différentes formes, mais c'est vrai que l'ADN, c'est une structure on entend coopératrice, c'est qu'on participe à la gouvernance de la structure. Alors, historiquement, dans les années 80, on est dans le boom du chômage, donc il y a plein de citoyens qui mettent en place des ASBL, qui travaillent sur la lutte contre la précarité, le chômage des jeunes. Donc on était vraiment dans l'économie sociale d'insertion, donc on finançait ces structures qui ne trouvaient pas d'accès bancaire. Après, on a commencé à développer de plus en plus des activités sur le secteur associatif et coopératif. Et par la suite, on a compris que ce n'était pas toujours de l'argent qu'avaient besoin ces structures-là, mais de l'accompagnement, un plan financier, un plan de trésorerie, leur donner une stratégie. Et donc, on a créé un bureau d'études qui accompagne le secteur associatif et coopératif. Moi, je travaille dans le bureau d'accompagnement. Par la suite, Mohamed Younous, microcrédit, je suis demandeur d'emploi, je vais me lancer comme indépendant. Je veux devenir maraîcher, j'ai besoin de 10 000 balles pour ma première serre, d'un motoculteur ou autre. Souvent, difficulté d'accès bancaire. Donc, on a développé aussi alors, on n'est pas uniquement agricole, mais on a développé le microcrédit pour des indépendants qui se lancent, qui sont souvent en difficulté, en refus bancaire, on va dire. Là, on est en dessous de 25 000 €, on est dans du microcrédit. Et il y a aussi un service qui peut accompagner des personnes pour se lancer comme indépendants, qu'on appelle l'ASAS. Donc, service d'auto-création à l'emploi. Et là, on a un agrément AS, c'est Agence Conseil en Économie Sociale. On a un programme, si ça vous intéresse d'aller plus loin, on donne des formations et tout sur le secteur coopératif. On est associé avec Serra, qui est une grosse coopérative financière également. Et notre programme s'appelle Do It Co. Voilà. Donc voilà, on fait du crédit pour les associés aux coopératives, on fait du microcrédit aux entrepreneurs. Et aussi, on a un pôle de microcrédit social. Ça, c'est plutôt des particuliers qui ont des problèmes financiers. En tout cas, pour le secteur agricole, soit on aide beaucoup c'est le secteur surtout qu'on appelle les néo-agriculteurs, qui viennent chez nous. Petit élevage, maraîchage, petite surface ou autres petits investissements. On peut venir avec du microcrédit. Et alors, sinon, c'est des coopératives et des ASBL. À toi, Jérôme. Je reconnais, ça doit être un alors. Yes. Donc, je disais, un des fondateurs et gérant de chez Gros. Alors, Gros, c'est une jeune coopérative, donc fondée fin 2018, donc on est encore tout jeune. Et on avait comme envie d'abord d'être avant tout producteur. Donc, on est avant tout producteur maraîcher. Et
on a monté une coopérative aussi pour intégrer au maximum des acteurs de la filière et donc faire du service demi-grossiste, donc intégrer des producteurs et certains clients pour arriver voilà, à faciliter aussi le travail des autres producteurs, qu'ils soient petits ou plus gros. Les fondamentaux chez nous, c'est de travailler sur sol vivant, donc le respect de la vie des sols, ça, c'est, dans notre manière de produire, c'est un de nos fondamentaux, et également un positionnement commercial un peu différent. Donc on travaille qu'en B2B, ce qui n'est pas toujours forcément le modèle qu'on applique quand on s'installe en maraîchage sur plus petite surface, etc. Nous, on est sur 5 hectares à Wallin, et donc ouais, j'ai parlé de l'intégration des producteurs et des clients. Et donc dans la coopérative, donc des clients, des acteurs genre employés, des investisseurs, des financements semi-privés publics, ça on en viendra après, et des producteurs, bien évidemment. On est 8 ETP, un peu plus de 8 ETP sur l'exploitation, et ça inclut aussi la partie commercialisation, la partie logistique et la partie production. Voilà, pour la présentation globale, je pense que ça va suffire. Alors, quelques points, des grandes généralités sur l'agriculture, vous n'allez rien découvrir à ce moment-là, mais rappelons-le nous, en tout cas l'agriculture a une particularité, c'est qu'elle mobilise énormément de pognon, mobilisation de capitaux. Qu'est-ce que j'entends par là? La terre, c'est un capital terre, il y a de l'argent derrière la terre, il y a bien un propriétaire, il y a une structure ou une personne physique qui en est propriétaire, il y a les infrastructures de la ferme, l'outil productif, il y a les machines, et puis on a besoin d'argent pour faire tourner le moteur, donc on a besoin de trésorerie. Souvent, même en agriculture, on a des pics de besoin de trésorerie. Le maraîcher, il se retrouve à la sortie de l'hiver à devoir payer ses semences, ses intrants, son compost et autres, donc il y a vraiment des pics de trésorerie, alors que l'argent va rentrer peut-être après. Le céréalier va être payé en fin d'année, c'est d'ailleurs le bail agricole, et on le paye en fin d'année traditionnellement, mais c'est parce que c'est le moment où l'agriculteur a de l'argent. Et donc, la particularité aussi de l'agriculture en Wallonie, c'est que on est encore fort sur un modèle familial et on est même souvent indépendant. On n'est pas en structure juridique. Donc ça veut dire que tous ces capitaux dépendent souvent d'un individu qui se met souvent comme personne physique, indépendant comme personne physique. Ça veut dire beaucoup d'endettement, et donc énormément de risques pour l'individu. Si on a créé, si l'Occident a réussi à inventer la personne morale, que ce soit une coopérative, une ASBL ou une SARL ou une SA, c'est pour pouvoir libérer l'entrepreneur et l'entrepreneuse des enjeux justement du risque entrepreneurial. On a été assez fou pour inventer qu'une société était une personne morale, et si jamais ça se passait mal, tu pouvais dire « Ah, c'est pas moi, c'est ma société ». Et donc, si après il y a un dépôt de bilan ou autre, c'est pas un dépôt de bilan individuel, mais c'est bien la société. Donc, il faut bien penser que la structure juridique a cet avantage-là. Elle est plus facile à financer, souvent, parce que d'autres acteurs peuvent venir financer la structure juridique. Alors, l'agriculture, c'est aussi un métier, c'est un peu un producteur assez particulier parce qu'il a souvent peu de contrôle sur les prix de vente. Normalement, quelqu'un qui produit un bien, il va calculer son coût de production, il va le vendre pour faire un bénéfice. Mais l'agriculteur, souvent, c'est même l'acheteur qui décide du prix. C'est la laiterie qui va, en fin de mois, faire la facturation pour l'agriculteur. C'est le chevilleur qui va décider du prix de la bête qu'il va embarquer. Et donc, on est sur une situation tout à fait particulière d'être indépendant, autonome, avoir ses coûts de production, mais de ne pas avoir de maîtrise sur les prix en aval, D'où des stratégies qu'on peut mettre en place. Je pense que vous en avez fait quelques-unes de stratégies pour pouvoir avoir cette maîtrise-là. Alors, maîtrise les prix, oui, grande généralité aussi. C'est vrai qu'on va parler de céréales, mais c'est les cours internationaux qui vont te donner un prix sur tes céréales et non pas les coûts de production locales comme une saison qu'on aurait eue et on a un peu des volumes plus faibles à l'hectare, mais on n'a aucune maîtrise sur les prix d'écoulement de ces céréales, sauf si, en nouveau, les agriculteurs remettent des stratégies en aval. Alors, encore traditionnellement, l'agriculture, c'est un métier qui s'hérite souvent, c'est souvent de la reprise familiale, alors qu'il y a quand même l'émergence de néo-agriculteurs. Et ça, je te relance aussi la perche. Vous êtes ce qu'on peut classer comme des néo-agriculteurs. Donc, vous avez mis en place un modèle qui est différent
que la reprise familiale de la ferme, et vous avez dû repartir d'une feuille blanche. Je n'ai pas accès aux terres facilement, ou du moins que la famille pourrait faciliter, je n'ai pas l'outil, et tu n'as pas le savoir non plus. Parce que le savoir s'hérite aussi, évidemment, à la ferme. C'est une affaire de famille, mais en réalité, on est très seul. Donc souvent, les fermes, il y a un exploitant et la famille aide de temps en temps, mais en fait, il est très seul dans son entrepreneuriat. Alors, le slogan « fourche à la fourchette », il est largement utilisé par tous, mais il faut se rendre compte que de la fourche à la fourchette, l'agriculteur, normalement, fait une production dite primaire. Il y a presque toujours une première transformation, voire une deuxième. Il y a de la logistique, il y a de la commercialisation. Alors, de la fourche à la fourchette, souvent on se retrouve avec beaucoup d'intermédiaires, beaucoup d'acteurs. Je vous ai fait l'injure de vous mettre des exemples. Les céréales, elle va passer par une meunerie, elle va passer par une malterie, avant d'aller dans une brasserie, avant d'aller dans une boulangerie. Et donc, c'est là-dessus, sur cette chaîne de valeur, que peut-être il y a une stratégie à mettre en place, d'autant plus qu'on le sait, c'est souvent à nouveau en aval le commerçant qui détermine le prix. Et donc il y a peut-être à se mettre ensemble, avoir une stratégie à ce niveau-là. Alors, c'est rare. Souvent, les agriculteurs sont, comme je disais, assez seuls en amont. Alors, on a un système très intégré que Gros vous présentera, où les producteurs se sont structurés dans la même structure juridique qu'une coopérative. Habituellement, la coopérative, les agriculteurs, historiquement, la coopérative date des grandes mutations du 19e, et à l'opposé de la société à capitaux, certains acteurs ont décidé de créer la coopérative, où le but n'est pas de maximiser un bénéfice pour le redistribuer au prorata du capital, du dividende, mais de créer un avantage économique en commun. Et donc les agriculteurs ont très très vite utilisé le modèle coopératif qui s'est diffusé dans tous les secteurs du commerce, de la pharmacie, du système bancaire ou financier ou autre. Les agriculteurs, souvent, ils ont utilisé le modèle coopératif pour de la transformation. On va faire une meunerie coopérative avec des agriculteurs et on va être sûr que la meunerie va nous assurer un prix juste. On va faire une laiterie. On va faire une fromagerie en aval. Et il y a eu beaucoup de magasins coopératifs aussi d'agriculteurs. Après, c'est vrai, pendant les 30 Glorieuses, tout ça s'est petit à petit démonté avec le temps. Et c'est plutôt les commerçants qui ont remonté la chaîne. Et on a quelques grandes structures mondiales qui arrivent à déterminer les prix. Et on a des millions d'agricultrices, d'agriculteurs en amont qui les alimentent. Et donc, c'est vrai que depuis 10-15 ans, on voit des acteurs qui essaient de remettre en place une stratégie différente, qui est de se réapproprier les chaînes de valeur et de se réapproprier, et le modèle coopératif, je vends pour ma chapelle, est une forme qui est tout à fait opportune pour pouvoir le faire. Après, il existe aussi les groupements de producteurs, pas utilisés en Wallonie. Qu'est-ce que c'est que ce concept de groupement de producteurs ? C'est un concept juridique. C'est pour ça que je dis, il y a des agriculteurs qui se regroupent, mais là, c'est un concept juridique. C'est que normalement, dans le système de marché européen, les producteurs ne peuvent pas faire un cartel pour s'arranger sur les prix. On peut entendre que les producteurs de vitamines ont fait un cartel pour... on entend régulièrement ce genre de cartel. Par contre, les agriculteurs et agricultrices peuvent se cartelliser parce qu'ils sont tellement nombreux et ils ont tellement peu de maîtrise avec quelques gros acheteurs, ils ont tout intérêt à se structurer en groupement de producteurs pour pouvoir déterminer des prix en aval. Et donc, c'est légal. Donc, je vous parle déjà de deux stratégies. Soit on a le groupement de producteurs qui va déterminer des prix, et puis il y a peut-être même s'approprier les outils de transformation, la distribution, voire la commercialisation. Alors, je m'éparpille déjà, mais je reviens sur cette notion de décapitalisation. La terre en Belgique, en Wallonie, en Belgique, mobilise énormément de capitaux. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas en Belgique, les pouvoirs publics n'ont jamais eu l'intention d'avoir une maîtrise sur le prix de la terre.
On sait que dans d'autres pays européens, la terre ne peut être achetée par des agriculteurs, il y a un droit de préemption de l'État sur les terres, et donc ils ont mis en place des outils qui font qu'en France ou en Italie ou quoi, les prix ont une certaine maîtrise. Ici, en Belgique, pas, et c'est pour ça qu'on voit des prix de terre qui dépassent leur fonction économique. Je dois mettre 50 000 € pour acheter une terre pour faire des céréales. Je vais vendre mes céréales. Je vais faire quoi comme bénéfice sur mes céréales? Quelques centaines d'euros sur la production de l'année. Il faut en faire des années pour pouvoir payer ces 50 000 €. Par contre, le bail agricole est tout à fait standardisé pour pouvoir être un modèle économique qui fonctionne pour les agriculteurs. Je vais payer plutôt 300 € mon hectare par an. Et donc, cette culture, enfin, cette vocation d'aller vers l'acquisition de la terre n'est pas un but en soi pour l'agriculteur. Normalement, son but, c'est d'avoir accès à cette terre. Et donc, par contre, il y a souvent une stratégie individuelle de l'agriculteur de dire « oui, mais ça sera ma pension ». Cette terre, plus tard, elle ne fait que prendre de la valeur. D'ailleurs, on dit que le marché de la terre, en réalité, il n'existe pratiquement pas. Moins d'1% de la terre en Belgique est échangée et vendue tous les ans. Donc, c'est presque rien, quoi. Donc, on se rend compte qu'en fait, quand on a de la terre, on la garde. Et donc, il y a des propriétaires publics, et ça, avec le mouvement Terre en Vue, que vous connaissez certainement, hein. Terre en Vue était aussi une réaction par rapport à cette dynamique de l'accès au foncier en Belgique, qui était de plus en plus difficile. Le bail agricole protège l'agriculteur, mais est de plus en plus difficile à acquérir de l'agriculteur. Il y a de plus en plus des occupations précaires sur les terres. Sinon, il y a, et là pour l'instant avec Terre en Vue, Crédal s'est associé, on a travaillé pas mal avec les communes CPS. En fait, les pouvoirs publics ont beaucoup de terres, hein, intercommunales, CPS. Et c'est d'essayer de dire, et profiter maintenant des élections pour dire, tiens, vous pourriez avoir une véritable politique par rapport à votre foncier. Qui occupe votre terre? Souvent, ils ne savent même plus où sont leurs terres, quoi. Qui occupe votre terre? Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer? Est-ce que vous pourriez mettre en place une dynamique d'une politique foncière d'installation avec votre terre? Donc, il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Après, il y en a beaucoup qui disent la commune n'a pas pour vocation de gérer des terres, on va les revendre. Si, la commune a peut-être une vocation d'avoir une politique foncière sur sa commune. Donc, il y a moyen. Il y a un petit fascicule qui a été produit par Terre en Vue et Crédal qui est disponible pour les fonctionnaires publics à ce niveau-là. Et puis, il y a un autre axe, et là, j'aurai une superbe illustration avec vous aussi, c'est ce qu'on appelle le démembrement. Hein, c'est de dire, tiens, c'est quoi le démembrement? Le démembrement, c'est que sur une propriété physique, il y a plusieurs propriétaires ou usagers. Hein, vous connaissez le bail amphithéotique, hein, c'est du démembrement. Hein, on va reprendre sur le droit romain, usus, abusus et fructus. Hein, la propriété était rassemblée sur ces... On pouvait utiliser l'objet, on pouvait, le fructus, en profiter du fruit, de l'usufruit, et l'abusus, on pouvait le détruire ou le grever de dette, ou voilà. Donc, usus, abusus, fructus. C'est vrai que nous, en tant que Belges, où la propriété privée est bien ancrée dans notre législation, on pense qu'il n'y a que la propriété privée, mais ça, c'est une forme de propriété qui est partagée. Alors, il y a le bail amphithéotique, où il y a le droit de superficie. Alors, le droit de superficie, il a assez bien réapparu ces 10 dernières années, entre autres sur l'immobilier, avec les community land trusts, Bruxelles, je ne sais pas si vous... En fait, il y a le propriétaire du sol et puis il y a le propriétaire de ce qu'il y a au-dessus du sol. On l'avait étudié avec Terre en Vue, parce que j'étais fort actif avec Terre en Vue aussi. Il y a une dizaine d'années, on se demandait si on n'avait pas utilisé. Et ça vient du secteur agricole. C'est qu'il y avait des propriétaires fonciers qui avaient de larges domaines agricoles. Et en fait, les agriculteurs avaient tout ce qui était au-dessus. Donc les fruitiers, la chaumière, les granges. Et donc, c'était le droit de superficie. Et ça permet de démembrer et donc de partager comme ça la capitalisation de la terre entre entre le propriétaire du sol et son usager. On en a parlé. Partons du constat, nous en 2020, qu'est-ce qu'on devait faire?
On avait d'abord 5 hectares à Sarre-Bernard, où là, c'était un bail précaire. Contrat de commodat, je ne sais pas si ça vous parle, mais donc en gros, ça peut s'arrêter à tout moment. On voulait être en cohérence avec notre modèle commercial, savoir faire du grossiste, du coup, il faut un certain volume, et donc, du coup, il faut certaines infras qui soient cohérentes pour que tout, au final, match. On ne pouvait pas le faire avec un bail précaire. C'était impossible. Aucun financeur n'allait nous suivre. Et c'est ce qu'on nous a dit clairement. Du coup, bon, un peu par chance, on a trouvé ces terres à Wallin, mais on part vraiment du constat, on l'a dit, moins d'1% des terres sont vendues, le propriétaire n'allait pas vendre. Et donc on a réfléchi, on a pris de la hauteur par rapport au modèle classique de capital foncier qu'on connaît, qu'on a l'habitude de connaître dans la plupart des fermes qui sont en place, quoi. On s'est posé la question, est-ce qu'il vaut mieux être endetté à hauteur de, j'en sais rien, 500 000 balles et rembourser X milliers d'euros par mois pour au final être propriétaire, ou que la société coopérative soit propriétaire de ça, donc une société coopérative divisée en plein de coopérateurs, donc au final ceux qui bossent sur le terrain ne seront pas vraiment propriétaires à la fin, entre guillemets, il y a cette partie-là. Il y a le fait qu'une coopérative, c'est pas comme une autre société qu'on entend, ça ne se revend pas de la même manière, et voire ça ne se revend pas. Et en plus de ça, on se dit, ok, en coopérative, on partage tout ça, on mutualise, mais on préfère du coup ne pas être endetté trop et capitaliser sur notre main-d'œuvre. Et donc pouvoir avoir la capacité financière de rémunérer correctement ceux qui travaillent et pas l'actionnariat classique ou à la fin, quand on sera vieux, voire décédé. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme panel de possibilités devant nous ? Il n'y en a qu'une qui est ressortie vraiment, c'est l'amphithéose, le bail amphithéotique. Donc, par exemple, nous, sur nos terres, oui, je peux dire au final nos terres, parce que c'est de la quasi-propriété. On a en droit de construire ce qu'on veut. Donc, vous avez vu la multichapelle construite, qui nécessite bien sûr un permis. On ne doit pas demander l'avis au propriétaire pour construire une deuxième si on veut. Bien sûr, c'est notre voisin, on peut le faire, mais on est en droit réel, on n'est pas dans l'obligation de faire ça. Comment ça se passe ? Donc là, on est sur 30 ans plus 10 en ce qui nous concerne, mais on veut vraiment la durée qu'on veut, minimum 15, maximum 99, d'après mes souvenirs. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Où je voulais en venir pour ça ? Oui, à la sortie, parce que c'est ça, au final, la fondamentale question. Qu'est-ce qui se passe à la sortie ? Donc, tout ce qu'on a construit, la serre, le bâtiment, les dalles, etc., ça revient au propriétaire. Oui, mais ça aurait été trop gentil de notre part, et puis c'est pas le jeu. Dans les textes de loi sur le bail amphithéotique, il y a quand même une indemnisation de sortie sur base d'une prise de valeur du terrain. On a construit quelque chose qui a une valeur locative, donc on ne repart pas sans rien. Donc il y a quand même une idée une certaine forme de capitalisation, mais qui était basée sur notre travail et pas sur les fonds initiaux ou l'endettement qu'on a créé, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre là-dessus. Donc c'est vraiment, nous on est convaincus au final que c'est une bonne solution. On a démarré gros, on avait 1 500 € chacun, donc aucun d'entre nous n'est issu d'une famille qui avait du pognon, ni on n'en avait pas spécialement non plus. Du coup, il n'y a pas beaucoup de possibilités, et c'est malheureusement, ou heureusement, l'histoire de beaucoup de néo-agriculteurs comme nous qui veulent se lancer. Effectivement, c'est des sommes qui sont, pour investir ou pour le foncier, des sommes qui sont trop conséquentes. Donc, n'hésitez pas en off après, ou quoi, s'il y a quelqu'un qui est confronté à ce truc-là, de venir nous interroger sur le bail amphithéotique. Et nous, on est open source, hein, donc on balance tout ce qu'on a travaillé longtemps pour faire, donc il y a vraiment pas de souci. Voilà, l'interrogation sur la nécessité d'une capitalisation foncière, c'est bien ça. Donc c'est la valeur du travail au centre. Au final, chez nous, c'est ça qu'on met au centre, quoi. Et tant pis si nos enfants, entre guillemets, ne profitent pas ça. On préfère avoir des moments capables de leur offrir des moments avec eux pendant qu'ils sont en vie, plutôt que quand on sera mort, parce que 40 ans, j'aurai 75 ans. Voilà. Donc j'espère ne pas être mort, attention. Mais, voilà, c'est vraiment une idée même de société, de vie que nous, on a remis en question. Et à la base, on était parti clairement sur il faut qu'on achète de la terre, il faut qu'on soit propriétaire pour qu'on arrive à faire notre métier. Mais en fait, pas du tout. C'est pas forcément nécessaire. Et ça correspond peut-être même à la réalité de notre génération, de la tienne, où on cherche à être beaucoup plus mobile. Qu'on est accroché à une terre, qu'on doit la rembourser, qu'on est... là, vous êtes coopérateur... associé d'une coopérative, vous avez des parts dedans, et si jamais vous voulez changer de vie ou quitter la boîte, vous n'êtes pas coincé avec d'une lourde capitalisation, quoi. Il y a aussi cette souplesse. Donc, on est sur un tout autre modèle que l'agriculteur classique qui va essayer de dire je vais capitaliser en essayant d'acquérir des terres parce que c'est ma pension.
Hein, et même quand je perds un bail agricole, je vais essayer de le monnayer, quoi. Alors là, on est sur une toute autre dynamique. Alors, belle démonstration qu'on ne doit pas mobiliser des centaines de mille pour pouvoir avoir... Vous êtes sur combien d'hectares? 5 hectares en Brabant wallon. Du coup, on a un canon, ouais, j'ai oublié de dire ça, on paye une somme annuelle qui n'est pas l'équivalent d'un loyer, mais en droit amphithéotique, ça s'appelle un canon. Une redevance qui est en cohérence avec là où on est aussi. Hein. Donc il n'y a pas de miracle non plus. On paye un peu plus cher qu'un fermage classique d'un bail agricole. Mais voilà, il y a deux parties. Hein. Donc il y a le propriétaire qui laisse sa terre pendant 40 piges et qui veut quand même quelque chose, et il y a ceux qui veulent s'installer. Donc il faut toujours prendre la balance, quoi. Et les aides PAC à la superficie, c'est vous qui en bénéficiez? Bien sûr, mais ça... C'est vous qui faites les déclarations de superficie? Oui, bien sûr. Entre nous, on trouve ça Il n'arrive normal. pas toujours qu'on a... Oui, mais ça, c'est complètement illégal, et pour nous, c'est inentendable, ça. C'est l'exploitant qui peut bénéficier des primes, et ça, il faut le dire, si vous êtes en contrat précaire, que c'est pas vous qui bénéficiez des primes, il faut tout de suite arrêter ça. Alors, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, le bail emphytéotique, c'est du droit privé, et en fait, les deux partenaires ont ont une liberté d'écriture dans leur accord. Hein, tu choisis la valeur Oui, la valeur du canon, la durée. Après, il y a quelques paragraphes pour que ce soit un bail emphytéotique qui soit légal, qui doivent rester. Mais oui, c'est en final assez libre. Voire même, tu peux mettre une clause sur la récupération du bien par le propriétaire. Hein. Clause environnementale, notamment. Tu peux mettre des clauses, même comment évaluer la valeur du bien, s'il a été amorti. Enfin voilà, il y a vraiment une grande liberté. Ça, il faut avoir avec un juriste ou un notaire assez averti pour pouvoir le construire. Quelle est la durée minimum? 15 ans. 15 ans. Il y a eu une réforme du bail emphytéotique et c'est 15 ans. Et le maximum? 99. Ouais. Alors, il y a l'UCL qui a inventé quelque chose, mais il n'y a que qui l'utilisent en Belgique. Et on ne sait pas s'ils sont légaux ou illégaux. C'est que tout Louvain-la-Neuve est en bail emphytéotique. Et ils ont inventé un truc que quand il y avait un nouveau acheteur du bail, le bail retournait à zéro. Le compteur recommençait à zéro. Ils ont fait ça pour que le marché immobilier reste stable et Brabançon, va-t-on dire. Que si jamais tu dis ouais, j'ai plus que 5 ans à pouvoir utiliser ce bail, ta maison n'a plus beaucoup de valeur. Voilà, donc ils ont inventé ce truc-là, mais ça fait 40 ans, personne ne s'y oppose. Donc, ça vaut pour toute la ville. Ouais. Enfin, chaque bâtiment. La plupart des bâtiments. Oui, c'est pratiquement tout. Hein, oui, je crois. Bon, je sais pas si c'est l'INESU qui est propriétaire. Enfin voilà, c'est que du bail La emphytéotique. remise à zéro, c'est quand chaque personne. Quand tu quittes ta maison, que tu la vends sur le marché, de la vente classique, quoi. Okay. Tu pourrais imaginer qu'un propriétaire fait une clause où tu ne peux pas la vendre à n'importe qui. Hein. Certains utilisent ça dans l'habitat groupé. De dire, tiens, c'est la communauté qui décide dans le contrat du bail qui peut acheter. Ouais. Après, ça t'empêche un peu de te barrer aussi. Tu ne sais plus vendre à n'importe qui. Mais ça, on va fermer la discussion, sinon on est parti sur un salon sur l'habitat groupé. Ouais. Si jamais, il y a quand même un sujet intéressant, enfin un petit piège ou quoi que j'ai vu sur ce bail. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais en gros, on l'a signé bien avec la société. C'est ça l'avantage d'une personne morale, parce que si on veut cette liberté d'avoir cette coopérative et ne pas être lié à un foncier qu'on n'a pas acheté, il faut pouvoir aussi sortir. Par exemple, on est plusieurs gérants, il y a quelques personnes dans la coopérative, et si on veut un moment, moi je veux quitter Gros, je veux partir à l'aventure, ok, très bien, il ne faut pas que je sois lié en titre personnel avec ce foncier qui au final ne m'appartient même pas, mais en plus j'aurai des obligations envers ça, donc c'est bien la personne morale, l'entité juridique du dessus, qui va chapeauter ça. Et les propriétaires ont voulu mettre en notre nom propre, parce qu'au final quand on les rencontre, on signe avec eux, ils nous connaissent. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas après, qui vient sur leur terre, parce qu'il y a toujours cet aspect de possession qui prédomine quoi qu'il arrive, eh bien, il pourrait dire le contrat n'est plus valable. Donc ça, c'est important aussi de placer des petits boucliers à ce niveau-là, au niveau qui signe quoi. Et si Gros s'arrête, mettons que vous décidez d'arrêter, vous faites faillite, enfin peu importe, pour quelque raison que ce soit, avant si ça dure 30 ans, après 10 ans,
Qu'est-ce qui se passe avec le propriétaire, la serre que vous avez construite? Il récupère. Le bail s'éteint. Mais est-ce qu'il doit vous, en plus, vous payer la serre, comme tu disais, l'indemnisation, ou dire, en fait, vous êtes rigolo, mais normalement, c'est dans 30 ans, moi, je veux pas de votre serre. Enfin... Alors, on a essayé d'intégrer au moment de la signature des tableaux d'amortissement assez complexes, en prenant tous ces cas de figure-là. En fait, légalement, ça passe pas. C'est l'indemnité au moment de la cessation du bail qui est déterminée par une expertise du bien. Et donc, en fait, on a juste pu mettre, donc on a dû cloisonner ce qu'on voulait, on a essayé de faire des annexes en interne, etc., mais en fait, ça passe pas. Enfin, en tout cas, c'est pas enregistré, donc, comme si ça ne fallait rien. Et donc, c'est une indemnisation à la sortie. D'amortissement Ouais. et la valeur du bien diminue. Ça aurait été le top, mais non, une expertise à la sortie de bail, peu importe quand elle arrive, quoi. Après, je ne connais pas tous les articles de ce bail qui fait quand même quelques dizaines de pages par cœur, mais je peux me renseigner pour ça. Si ça t'intéresse, voir un petit peu c'est quoi la modalité en cas de faillite, parce que c'est un cas particulier. Et par contre, nous, arrêter le bail, c'est possible, moyennant, il y a un préavis, enfin voilà, il y a quelques clauses moyennant ça. Mais c'est possible de sortir avant, bien sûr. Ok, mais là, je crois qu'on a bien exploité la terre. Hein, comment décapitaliser aussi? L'agriculture nécessite beaucoup d'argent, et aussi les machines, les infrastructures. Donc, bon, habituellement, une entreprise, quand elle veut essayer de ne pas devoir sortir tout l'argent pour acquérir une machine, elle utilise le leasing, une certaine forme que l'agriculteur n'a pas toujours l'habitude d'utiliser. Louer des machines, ça permet de ne pas devoir démarrer avec des sommes trop importantes. Ou alors, il y a les coopératives de matériel agricole structurées en ce qu'on appelle les CUMA. Alors, il n'y a pas du tout cette culture en Wallonie de la CUMA, parce que jusqu'à présent, il faut bien le dire, les pouvoirs subsidiants, les aides à l'investissement de la région wallonne favorisent l'agriculteur seul et pas la mutualisation. Donc, il n'y a pas eu cet effet opportuniste. Au contraire, les règles avant étaient même pénalisantes parce qu'un agriculteur qui était dans une CUMA où il y avait déjà un tracteur ne pouvait pas s'acheter en propre un tracteur et avoir les aides. Enfin voilà, il y avait des systèmes. Alors pour l'instant, on est en train de relancer. On a fait une rencontre sur les CUMA au mois de mai. Il y a eu du succès avec le réseau Wallon de développement rural et on pense continuer sur le sujet. Moi, j'accompagne une CUMA près de Tournai qui marche bien, qui a démarré avec 8 agriculteurs. Souvent, la CUMA, c'est souvent 2 frères et le voisin. C'est des CUMA de 3. Maintenant, on voit des CUMA où qui sont peut-être, et en France, ils sont des dizaines dans une CUMA. Quoi. Je sais pas c'est quoi Une coopérative de matériel agricole. En fait, c'est tout. Mais on est plutôt dans la grande culture, ou élevage grande culture. C'est que tout le matériel tracté et moteur est dans une société. Et donc, vous allez me dire que en Wallonie, on utilise beaucoup les sociétés agricoles qui viennent faire le travail au champ à ta place en tant qu'agriculteur, mais tu n'as à nouveau pas de maîtrise sur les prix. Parce que c'est l'entrepreneur agricole qui va décider à l'hectare combien il va te demander. Si toi, tu es agriculteur dans une CUMA, en France, dans les CUMA, ils ont des conducteurs, ils ont des salariés qui viennent travailler dans ta coopérative. Toi, tu es propriétaire de cette société agricole et tu détermines avec les autres agriculteurs la politique de prix. En fait, la CUMA, elle n'a pas pour objectif d'avoir de bénéfices à la fin. Elle doit avoir un peu de bénéfices pour pouvoir avoir un fonds de roulement et fonctionner. Mais en fait, tous les ans, ils ajustent le prix de la CUMA selon les coûts. Alors que l'entrepreneur agricole, il va dire je vais te retourner 4 hectares, je vais te demander beaucoup parce que j'ai plus facile à faire 50 hectares chez un tel. Puis lui, je travaille souvent avec lui. On est sur une politique de prix sur laquelle l'agriculteur n'a pas de maîtrise. En France, c'est une institution. Il y a certaines régions moins, mais il y a des régions où les agriculteurs ne pensent même pas ne pas être dans une CUMA, quoi. En fait, ils ne doivent pas investir dans les tracteurs, machines et autres. Ils ont la société en commune qui a tout ce matériel. Alors, quelque chose qui émerge aussi, je cite la ferme des Arondes, qui est voilà, on a un représentant de la ferme des Arondes, Nils. Voilà, moi j'avais besoin d'exemples vivants, tu vois. Et c'est quoi la ferme des Arondes?
C'est une mutualisation aussi d'infrastructures. Vous connaissez la ferme Les Arondes? C'est un bel exemple. Hein. Il y a Terre en Vue qui a acquis le foncier. Il y a aussi un démembrement qui se fait au-dessus. Il y a une coopérative qui est propriétaire des briques. Non, une coopérative qui s'occupe de la commercialisation. Et c'est là qu'on place des gros investissements, enfin le tracteur par exemple, des machines broyeurs, etc. Des trucs qu'on utilise et on paye à l'utilisation. Donc on a un petit fichier, on comptabilise nos heures d'utilisation du tracteur, etc. Et fin d'année, on a juste le prix en fonction des coûts d'entretien qu'on a eu sur l'année et de l'amortissement. Voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer avec l'ACUM. On connaît les coûts de l'entreprise, enfin du matériel, et on paye le coût, plus peut-être une petite marge de sécurité pour que ça tourne, quoi. Et donc, par contre, à la différence de Gros, où vous êtes tous génétiquement les mêmes, vous êtes tous maraîchers, je veux dire, vous êtes une... vous êtes tous... vous êtes tous différents. Ça va de l'artisanat à la boulangerie, maraîchage. Et donc, c'est un écosystème ferme, polyculture, élevage qui se structure, mais avec différents entrepreneurs, entrepreneuses autour de l'agriculture. Yes. Ça se passe bien à côté? On est mieux qu'eux? C'est pour ça qu'il est revenu. Allez, vas-y, chauffe. On a parlé au final de décapitalisation, de mutualisation de moyens physiques, le sol, les machines, mais il y a aussi au final des moyens opérationnels qui peuvent être mutualisés en fait. C'est un petit peu le pli que nous on a pris. On n'est pas structuré en CUMA. Donc dans la coopérative il y a des producteurs, mais il y a aussi des clients. Des producteurs, on comprend vite pourquoi. C'est pour assurer l'approvisionnement, pour apporter un service de commercialisation. Les clients, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'arriver en fait à avoir une structuration dans tous les acteurs de la filière, parce que d'une certaine forme, c'est aussi leur entreprise, donc ils ont investi dans leur propre outil de production pour aussi avoir une sécurité d'approvisionnement derrière. Et quand on arrive à tendre cette chaîne, eh bien ça n'a que des bienfaits, parce qu'on n'est pas toujours en suspense de savoir si ce client-là sera encore là l'année prochaine. En fait, on est marié, il est là à l'AG, il est là, il participe aussi aux décisions et on a une pleine connaissance de comment on travaille, comment la société se porte, etc. Donc ça, c'est intéressant. Commercialisation aussi. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qu'on défend aussi beaucoup. On ne se rend pas compte, pas forcément quand on a un projet agricole, du temps qu'on passe à faire autre chose que de la production, à l'effort de vente, l'effort de logistique. Et là, on a un point qui est très important, arriver à mutualiser, parce que les moyens logistiques et une routine opérationnelle, c'est pas quelque chose qui se mutualise en achetant un bien et en le mettant à disposition. C'est vraiment, il y a tout un enjeu autour, il y a toute une manière de faire. C'est du travail humain autant que du matériel. Donc là, il y a vraiment pour nous, c'est le point d'orgue. Alors il y a plein de projets qui ont un peu vu le jour de cet aspect commercialisation ou plutôt mutualisation logistique. Nous, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que le service commercialisation, c'est vraiment ça. On est demi-grossiste, du coup, avec les producteurs de la coopérative et tous ceux qui veulent, moyennant quand même qu'on le connaisse, sa manière de produire, tous ceux qui veulent. Et donc, ce service-là, pour nous, a beaucoup plus de valeur que simplement mettre un service de livraison. C'est pas vraiment ça le but, quoi. Et ça implique une certaine forme de nous capitaliser en interne pour mettre en place un ERP de gestion de flux avec de l'automatisation des ventes via une plateforme type grossiste, etc. Donc c'est nous qui, au final, la coopérative qui capitalise, qui met des moyens en œuvre et qui après propose ce service-là. Et comme on est producteur, en fait, on est capable de ne pas prendre la même marge qu'un grossiste, typiquement. Pour un grossiste, il va prendre 30-35% de marge, nous on va prendre 18%. Parce qu'au final, on est d'abord producteur. On veut d'abord vivre de l'aspect producteur avant de vivre sur le dos, entre guillemets, d'un autre producteur. On se rémunère sur le réel service, sur le coût, au final, que ça occasionne réellement. Et on n'essaie pas de dégager une marge bénéficiaire sur ça. Voilà, j'ai déjà parlé d'analyse économique, effort de vente, rentabilité, taux horaire. Oui, c'est ça que je veux exprimer quand on regarde réellement sur la partie producteur. Quand on veut calculer une rentabilité, il faut vraiment prendre tout en compte, y compris les heures si vous faites des marchés en vente directe, etc., ou les heures à la maison en train de faire, ou les heures en plus au téléphone, en plus que de faire autre chose, etc. Il faut vraiment prendre tout un package. Et ce que j'ai pas dit au début de la présentation chez Gros, c'est notre objectif, en fait, c'est
alors ça paraît un peu ambitieux ou utopiste, mais c'est vraiment ce qu'on essaie de travailler à faire, c'est d'arriver à travailler en fait 38 heures dans un métier de production primaire, en rémunérant correctement et nous et les hommes, et en faisant du sol vivant, donc avec le fait que le matin on puisse se lever en se regardant dans la glace en disant en fait je fais un truc qui est pas trop mal, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif, un peu ambitieux, mais on est convaincu que c'est possible et c'est pour ça qu'on continue. Et l'aspect résilient, c'est pour ça qu'il y a résilient dans le titre, c'est arriver à segmenter suffisamment la production pour arriver à convaincre le client, mais aussi segmenter dans les producteurs. Donc trouver... nous, on n'est pas capable, personne n'est capable de tout faire. Donc c'est pas grave, on s'appuie sur des gens qui savent parfois mieux faire, qui sont eux structurés dans d'autres organes, des producteurs de grandes cultures, etc. Donc on segmente ça, mais on segmente aussi les clients, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier pour la partie commercialisation. À l'instar de la grande distribution ou des producteurs qui travaillent beaucoup avec la grande distribution, où s'ils perdent ce client-là, ils sont morts. Donc nous, il faut plusieurs secteurs, des transformateurs, des gens qui font des marchés, des magasins. Il faut arriver à diversifier un maximum l'entrée et la sortie, de manière à apporter cette résilience au projet, de la même manière que quand on fait un plan de culture, on essaye d'être résilient. Si une culture ne fonctionnera pas, peut-être que l'autre va rattraper cette culture-là. Et ce qui nous a aidé particulièrement chez nous, c'est d'avoir une complémentarité dans les profils. Donc, moi par exemple, je ne fais pas du tout de production. J'aime pas trop ça. Enfin, je veux dire. Ouais, voilà, je fais des super PowerPoint, pas du tout. Non, ça c'est pas mon fort non plus. Mais au final, j'ai plus l'aspect, je suis plus gestionnaire, RH, admin, etc., etc. Tout ce que, au final, un producteur, qui sont mes associés, déteste faire. Ils ne supportent juste pas ça. Leur téléphone ne sonne plus à tout bout de champ. Donc, le mien sonne, mais du coup, moi, c'est mon boulot et ça me plaît. Et on ne fait jamais quelque chose de mieux que quand on aime le faire. Et ça, c'est très important de s'entourer, au final, de gens qui sont à l'aise dans ce qu'ils font et qui aiment bien le faire. Et c'est aussi pour ça le service de vente, commercialisation qu'on fait, c'est parce que la plupart on parle avec des producteurs et on sait très bien que voilà, c'est plusieurs métiers. La production maraîchère englobe au moins 6 métiers différents en final. Et on n'est pas forcément tous capables de faire à nous tout seuls 6 métiers, donc voilà, c'est pour ça. Oui, c'est à peu près bon. Hein. Je ne sais pas s'il y a des questions pour ça particulièrement, pas du tout. Comment vous mutualisez les revenus alors aussi ? Eh bien, ça c'est très intéressant comme question. On ne scinde pas. Tout est dans le même paquet. Donc, parce que c'est une équipe, on ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de logistique entre la production et le magasin. Donc, on considère que tout rentre. Alors, on tient une espèce de comptabilité analytique pour voir en fait où est-ce que ça pêche et qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans chaque pôle. Oui, mais tout est dans un pot commun parce que voilà, on ne va pas fonctionner l'un sans l'autre. Ça c'est garanti. D'un taux horaire alors du coup, où chacun est engagé 38 heures, donc du coup. Oui. Oui, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. Oui, un taux horaire, oui et non, c'est plutôt les revenus. On sait ce qu'on génère par l'achat-vente. Alors, le temps imparti, on ne le matérialise pas aussi finement que ça, donc on n'en est pas encore là. C'est un rêve, mais c'est un doux rêve, d'arriver à déterminer le prix de revient de culture par culture, d'arriver à déterminer, OK, le magasinier coûte autant de la proportion, c'est de l'achat-vente, autant de la proportion, c'est de la production propre, donc il coûte en fait autant pour tel... Ça, on arrive grosso merdo à le faire, mais pas de manière assez précise. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi le pot commun, parce que c'est plus facile à gérer également. Mais on sait par contre cibler ce qui ne fonctionne pas en production, ou les cultures qui sont les moins rentables, les plus rentables, combien a généré l'achat-vente qui pallie qui arrive à couvrir les frais logistiques. Voilà. Donc mais on ne scinde pas, on n'est pas dans plusieurs entités, c'est vraiment tout dans le même. Si c'est pas indiscret, vous avez évoqué le terme rémunération correcte pour les, entre guillemets, presque 38 heures. À une échelle, ça représente pour vous combien une rémunération dite correcte ? Un ouvrier chez nous, il touche 2100 net. Voilà. C'est correct par rapport au secteur, attention. Hein. Vous avez indépendant, vous cotisez. Nous, on est dirigeant d'entreprise. Donc on touche comme nos ouvriers en fait. Plus que certains avantages, carte essence, téléphone, etc. C'est un peu un salaire qui est mirobolant, mais pour le secteur, on considère être pas trop mal, quoi. Après, ça reste une jeune société, donc faut pas
croire qu'on est au-dessus du lot, pas du tout. On a des problèmes de trésorerie, donc parfois on est payé en retard. Nous, jamais les hommes. Mais voilà, on gère comme on peut ces aspects-là. Mais on ne se rend pas compte au final que ça touche particulièrement ces dernières années à peu près tous les secteurs, quoi, de ça. Et quand on creuse derrière une entreprise comme un marchand de bricolage, même j'en connais, qui sont dans les mêmes situations que nous, il ne faut pas croire qu'on est si isolé que ça. Au final, la vie d'une jeune entreprise, elle est souvent similaire qu'on vende de la peinture ou des légumes ou autre chose. Tous les clients doivent prendre une part. Pas du tout. Ah, c'est pas une obligation. Pas une obligation du tout. Après, si on doit faire un choix à un moment où on peut garantir des volumes, là, on garantira chez les coopérateurs. Sinon, c'est de la vente par webshop. Voilà. Mais si on veut vraiment une garantie, pouvoir s'arranger, se faire des plans de culture, il y a un engagement réciproque qui doit se faire, quoi. On est plus dans cette idée-là. Et avec les producteurs, au-delà, on pourrait nous comparer à n'importe quel grossiste, mais au-delà de ça, nous, quand on s'engage vraiment sur au minimum 80%, au maximum, mais c'est pas des contrats, s'il veut qu'on signe un truc, on signe un truc. Mais, on s'engage sur un volume minimum et jusqu'à un dépassement d'autant, on a une relation de producteur à producteur, ce qui n'est pas du tout le cas si on téléphone à un interbio ou autre chose. Et c'est pas la même relation. C'est toutes ces pratiques de chaîne, on veut les éviter en fait. Voilà. Slide suivant. Le théoricien revient. Pour expliquer un peu qu'est-ce qu'une coopérative par rapport à une société classique. Il n'y a pas beaucoup de contraste sur mon slide. Ce que j'ai voulu mettre, c'est les parties prenantes internes de la société. Vous voyez, j'ai fait une petite frontière, et les parties prenantes externes d'une société. Quand tu crées une société, qui n'est pas une coopérative, la société classique, tu as des fondateurs, fondatrices, qui vont faire les statuts, qui vont enregistrer ces statuts, et qui seront donc les actionnaires de la société. Ils vont constituer l'Assemblée générale, ils vont élire un conseil d'administration. Ce conseil d'administration peut engager une direction, des salariés à la direction, qui eux-mêmes ont des capacités je parle d'une PME, donc engager du personnel. Et donc les parties prenantes d'une société classique, c'est ceux qui ont apporté les capitaux, les fondateurs, les actionnaires, et l'équipe qui travaille en permanence, la direction et les travailleurs. Et cette PME, elle a des fournisseurs, elle a des clients. Et quelles sont les parties prenantes externes, en delà des fournisseurs et des clients? On peut dire les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou régionaux ou européens, ils créent un cadre de l'entrepreneuriat qui va impacter ton entreprise. Il y a la société civile, qui peut en effet influencer également et impacter ton entreprise. Et toute entreprise vit grâce à ses capitaux et aux emprunts qu'elle fait. Une entreprise emprunte, ça fait partie du business. C'est vrai que le particulier, il pense qu'emprunter, c'est pas bien, mais l'entreprise, au contraire, elle préfère pas trop devoir capitaliser, mais de pouvoir emprunter. Donc on pense principalement aux banques, mais on expliquera qu'il n'y a pas que les banques. La particularité de la coopérative, c'est d'intégrer des parties prenantes qui sont habituellement externes à l'entreprise et d'en faire des actionnaires. Je vous ai dit, les agriculteurs, ce sont des fournisseurs. Ils vont dire, tiens, on va faire notre laiterie nous-mêmes, on va faire une coopérative laitière. Nous sommes les fournisseurs de notre propre PME. En Belgique, le secteur coopératif a eu ses lettres de noblesse avec les consommateurs qui ont créé beaucoup de magasins coopératifs. La première coopérative de Belgique, c'était le Vooruit, à Gand, qui était les ouvriers avaient organisé leur propre épicerie. Pour être autonome et indépendant du patronat, j'ai envie de dire. On voit que réémergent ces coopératives de consommateurs depuis une quinzaine d'années. Et puis certaines, vous connaissez peut-être Agricover, qui a dans ses statuts les agriculteurs et les consommateurs. Et la particularité de la coopérative, c'est donc pas de maximiser à nouveau du bénéfice pour leur distribuer en dividendes. Le but de la coopérative, c'est de faire une rencontre entre consommateurs et producteurs et de mettre un outil qui fonctionne bien. Et d'avoir des produits locaux, frais, ça tu l'inscris dans la finalité de ta structure au sein de tes statuts. Et tu peux créer des types de parts différentes. De même que les pouvoirs publics, par exemple, il y a des CPS qui sont dans des coopératives d'insertion sociale.
les ressourceries qui font du recyclage et du réemploi, souvent avec un public peu qualifié ou éloigné de l'emploi, ben les CPAS parfois se mettent dedans et mettent en place des filières de formation. La société civile, des ASBL, vont créer des coopératives pour pouvoir commercialiser ou mettre en place une politique sur laquelle elles ont un plaidoyer. Hein, de même que certains créanciers, des Invest ou même Crédal, on prend parfois des parts dans des coopératives qui sont des projets qu'on a aussi nourris. Hein, et donc, dans les statuts et dans la gouvernance de ta coopérative, tu peux imaginer faire des types de parts différents. Les fournisseurs, c'est les parts fournisseurs, les consommateurs, c'est les parts consommateurs, hein, c'est comme ça chez Agricover. Et un tel va envoyer autant d'administrateurs au CA, un tel va envoyer autant d'administrateurs. Chez Agricover, c'est moi qui avais fait les statuts, on a 20 producteurs, maintenant on a 500 consommateurs, chacun a une voix. Il ne faut pas que chez Agricover, les consommateurs, dans 10 ans, dans 20 ans, fassent d'Agricover un hard discount bio. Le but est bien de défendre un prix juste pour les producteurs locaux. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que les parts A ont un droit de veto sur certaines décisions à l'Assemblée générale. Hein, en fait, on fait une validation A plus B, puis on fait valider les A. Et donc, on peut jouer comme ça. Hein, c'est un peu mon boulot en agence conseil. C'est bien d'aller tout de suite chez le notaire, mais les notaires souvent ne connaissent pas les coopératives. Par contre, il est bien de réfléchir en amont avec une agence conseil, de dire tiens, mais qu'est-ce que je veux mettre comme alchimie ou comme ADN dans ma coopérative? Où je mets le pouvoir? Est-ce qu'il y a un droit de préemption? Oui, mais on peut faire rentrer des gros investisseurs ou des créanciers, mais j'aimerais bien qu'ils ne monopolisent pas le CA. Donc, on peut jouer comme ça, on peut être très créatif. Il y a une chose qui est particulière en Belgique. Souvent, on pense on regarde tout le temps chez les Français parce qu'on est belge francophone. Chez les Français, le législateur a écrit le mode d'emploi de chaque coopérative. Il y a les coopératives de machin, les coopératives de ceci, et en fait, tout est décidé par le législateur. Chez nous, le législateur est assez paresseux, hein, c'est un peu à la belge, hein, on verra. Hein, ouais. Et donc, on a un cadre. Le problème, c'est que rien n'est blanc, rien n'est noir, hein, tout est un peu gris. Et c'est toi qui dois écrire les statuts, et c'est toi qui dois inventer. Donc ça te permet d'être créatif. Après, il y a aussi des avantages d'avoir un secteur qui est fort et qui est très carré et qui tourne bien. Hein, parce que c'est pas parce que tu as une coopérative que tu es gage de vertu. Hein, et il y a beaucoup de coopératives foireuses aussi, hein, je ne vous cache pas. Voilà. Donc, en tout cas, le législateur belge a été assez paresseux, et donc tu as une capacité comme ça, créatrice. Hein, on peut être juriste et créatif et de jouer. Donc, voilà quelle est vraiment la particularité de la coopérative. Et une entreprise, il y a la gouvernance, comment on décide. Hein, c'est une jambe. L'autre jambe, c'est l'économique. Et comme je vous l'ai dit, l'économique dans une entreprise, hein, il fait un chiffre d'affaires, il vend des légumes, on retire les charges variables, les semences, le compost, l'énergie, éventuellement les ouvriers occasionnels que vous avez, puis on retire les charges fixes, les investissements, les amortissements, le comptable et autres, et vous avez le bénéfice. Et alors, tu retires les impôts, tu as le bénéfice après impôt. Et donc, quand tu as un banquier, tu regardes si ton l'entreprise qui vient demander un crédit fait un bon bénéfice. Et souvent, il va être distribué après par les propriétaires du capital. Il faut savoir qu'avec la coopérative, on peut avoir d'autres lunettes. C'est que si tu as un agriculteur qui vend des céréales dans ta meunerie coopérative, tu souhaites que ta meunerie coopérative achète tes céréales à un bon prix. Donc, ça veut dire que les charges variables sont élevées. Ça veut dire que ça grève le bénéfice. Mais comme la finalité de ta coopérative, c'est de donner un prix juste à tes agriculteurs, ce n'est pas un défaut d'avoir des charges variables élevées. Voilà. Nous, dans notre comité de crédit chez Crédal, comme on finance des coopératives, c'est évidemment un point d'attention fort qu'on a, c'est de pouvoir regarder si la coopérative répond à sa finalité. Pourquoi a-t-on créé la coopérative? Voilà. Alors, les sources de financement maintenant. Alors, les sources de financement classiques qu'on a en tête, c'est la banque.
Hein, il y a les banques, agréées bancaires, contrôlées par le FSMA. Donc, on a 4-5 grandes institutions en Belgique, et puis on a des plus petites, dont certaines qui sont plus orientées vers le secteur agricole, vers les PME, vers les indépendants. Alors, après, on n'a pas une très grande diversité. Hein, dans les plus grands pays, où on peut voir qu'il y a vraiment des banques qui sont beaucoup plus orientées vers certaines thématiques, vers l'industrie ou vers l'agriculture, vraiment avec une génétique agricole, et qui ne va pas travailler sur d'autres secteurs. Après, je cite quand même les crédits alternatifs. Il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui émergent et qui ne sont pas du secteur bancaire. Bon, nous, historiquement, on est une caisse coopérative qui avons 40 ans, mais il existe aussi Common-Fin qui est apparu il y a quelques années. Voilà, il y a eu un essai avorté aussi avec la Newbie, ouais, voilà. Mais qui, pour finir, s'est attaché avec une banque gantoise que j'ai rencontrée encore ce week-end lors du salon de l'habitat groupé. Et ils m'ont l'air bien. Voilà, il faut pas. La banque est utile aussi. C'est quoi son boulot? C'est de récupérer l'épargne de ceux qui ont de l'épargne et de les prêter à ceux qui ont besoin d'argent. Hein, donc, le système bancaire pourrait être bien. Après, pas tout bien, mais on a besoin du système bancaire, en tout cas. Alors, chose que l'individu ne pense pas faire, mais qui peut être très bien mis en place aussi, c'est les émissions d'obligations. C'est chercher l'épargne des citoyens. Vous pouvez si vous êtes en coopérative, vous pourriez imaginer faire une part coopérateur. Ça arrive souvent. Qui est coopérateur d'une structure ici? Oui, toi? Personne? Vous n'êtes pas consommateur, coopérateur ou d'un magazine Médor ou non? Oh ben, écoutez, j'ai raté moi. Quand vous sortez d'ici, de chez qui, toi? Tchac, voilà. Coopérative, c'est les lecteurs qui sont propriétaires un peu de la coopérative éditrice. Après, quand tu as 1000 citoyens qui sont coopérateurs de ta structure, ben, tu dois les inviter à l'AG, tu dois les faire voter, leur offrir un petit café, tu dois gérer la masse. Ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas toujours le plus optimal. Par contre, tu as envie de quand même capter l'argent des... Hein, de temps en temps, on a confondu coopérative et crowdfunding. Coopérative, ce n'est pas du crowdfunding. Coopérative, c'est un outil économique, quoi. Tu dis, ouais, mais j'aimerais bien avoir l'argent des citoyens, mais je n'ai pas envie de les avoir à l'AG. Hein, ben, tu pourrais émettre une obligation. Hein, il y a une structure qui aide d'ailleurs les coopératives et les ASB à mettre en place des obligations, c'est Financité. Hein, il y a un cadre légal aussi, parce que faire un appel à l'épargne, c'est contrôlé. C'est le FSMA, comme je vous ai dit. Hein, c'est le gendarme financier qu'on a mis en place après la crise de 2008-2009. Hein, c'est pour protéger l'épargnant, c'est pas pour nous emmerder, hein, pour pas faire de pyramide de Ponzi ou autre, ou de fausses déclarations sur Internet comme quoi vous prenez des parts à 50 € et je vous promets un magazine que tu ne vois jamais la couleur. Hein, donc il y a quand même un cadre légal, donc il faut faire. Mais moi, dans une coopérative où je suis administrateur, on a émis une obligation, ça a très très bien fonctionné. Et la particularité aussi, c'est de l'obligation que tu peux déterminer une obligation à 5 ans, à 10 ans, à 2%. Tu détermines le prix. Que quand tu vas à la banque, c'est la banque qui détermine le coût de l'argent. Hein, donc dans ton obligation, tu peux déterminer le coût. Et alors, ce qui est intéressant dans une obligation, c'est, si vous connaissez le crédit classique ou le crédit hypothécaire et tout, tous les mois, tu rembourses et le capital et les intérêts. D'ailleurs, la première année, tu te dis, je ne rembourse pas grand-chose de ma baraque, parce que tu payes surtout les intérêts, et puis c'est au fur et à mesure que tu amortis que tu as un équilibre plus intéressant. Mais ça veut dire que tous les mois, tu dois quand même sortir une grosse somme. Qu'une obligation, si tu fais une obligation à 2% et que tu rassembles 100 000 €, tu ne payes que les 2%, si tu fixes sur 5 ans, des 100 000 € tous les ans. Ça fait beaucoup moins d'argent à sortir. Ça a un impact sur ta trésorerie. Et ça, c'est un des curseurs qui est important en entrepreneuriat. Tu peux avoir un bon chiffre d'affaires, et une bonne marge,
Mais si sur ton compte, tu es tout le temps à sec, la machine grippe. Il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite pour des problèmes de trésorerie et non pas des problèmes de rentabilité. Hein. Par contre, cette obligation, mais ça te permet, c'est vraiment une stratégie. Hein. Tu ne payes que le loyer de l'argent, mais tu ne rembourses pas l'argent. Et tu fais peut-être comme les États, et dans 5 ans, qu'est-ce que je fais? Je dois tout sortir, les 100 000 euros. Tu renégocies avec ta banque, ou tu réémets une obligation, ou tu... Il y a de la stratégie à mettre en place. Hein. Il faut penser que l'endettement d'une PME, ce n'est pas un endettement individuel. Vous avez une carrière de 40 ans pour pouvoir rembourser votre baraque, votre bagnole, et faire des emprunts. Après, moi, je vais bientôt avoir 5 ans, bientôt de moins en moins de crédit, quoi, personnel. Une PME, normalement, ça dure, et elle peut se réendetter. C'est une autre lecture, ça se transmet une PME. Alors un État, c'est encore mieux, un État, c'est immortel. En fait, un État n'a pas pour objectif de payer ses crédits. Elle va à chaque fois émettre hein, toute la théorie qu'on entend maintenant. Tu dis oui, après, c'est pas qu'on l'État doit 110%, mais en fait, après, c'est un jeu de financier. Comment émettre de la dette qui nous coûterait moins, mais en réalité, l'État ne doit... hein, si, avant, on faisait une guerre pour pouvoir buter le voisin à qui on devait de l'argent. Les rois de France ont toujours supprimé leurs créanciers. Hein, c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais maintenant qu'on est dans des États modernes et courtois, on émet de la dette. Hein, donc, il faut bien avoir des lunettes d'entrepreneur et pas toujours de particulier. C'est la difficulté aussi de l'agriculteur-agricultrice qui est seul, en personne physique, qui est sur ces modèles d'endettement de particuliers, quoi. Excuse-moi, l'obligation, c'est quelque chose qui est propre aux ASBL ou aux coopératives? Non, tu peux émettre une obligation toute structure. Après, un indépendant, personne physique, il ne va pas utiliser l'obligation. Hein, moi, je te conseille d'utiliser, alors je ne suis pas sûr qu'il puisse, c'est utiliser le prêt coup de pouce. Alors, le prêt coup de pouce, ça existe depuis 5-6 ans. C'est un avantage fiscal aux gens qui prêtent à un entrepreneur, qu'il soit en société ou qu'il soit en personne physique. Hein, le prêt coup de pouce, c'est un cadeau fiscal. C'est les pouvoirs publics qui disent bon, il y a plus de 300 milliards d'argent sur nos livrets d'épargne en Belgique. Il faudrait que cet argent soit investi dans les PME locales. Les 5 grandes banques belges, avec cet argent, ce n'est pas qu'ils ne l'investissent pas, mais est-ce qu'ils l'investissent localement ou sur un cours boursier mondialisé? Et donc, ils ont mis en place un avantage fiscal pour que celui qui prête à un entrepreneur, après il prend le risque du prêt, alors que quand tu déposes sur un carnet d'épargne, normalement tu ne prends pas de risque, sauf au-dessus de 100 000 euros. Hein, tu prends le risque évidemment de le prêter, mais tu as un avantage fiscal. Et donc, qui monte à 45% de la somme, donc si ta famille veut t'aider ou autre, tu fais un prêt coup de pouce. Tu vas sur le site précoupdepouce.be, tu as le formulaire, tu mets la somme que tu veux, tu mets le pourcentage, tu as tout. Hein? C'est un peu l'équivalent qui existe aussi si jamais tu veux prendre des parts dans une coopérative, sauf quand tu es administrateur, quand tu prends des parts dans une société même classique, sauf quand tu es administrateur, tu as une tax shelter. Tu as un avantage fiscal parce que tu prêtes, enfin tu capitalises une PME. Sauf quand c'est dans l'immobilier. Si tu crées une société, tu penses, je vais faire une société immobilière qui va racheter tout le pâté de maison et je vais utiliser tax shelter et ça ne marche pas. Ça, le législateur a quand même réfléchi. Mais en tout cas, voilà des pistes, c'est des arguments très intéressants. Hein, et il y a dans le fruitier, on parlait de René Co, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, ils ont utilisé ça, ils essaient de rétablir des filières de commercialisation de fruitiers aux tiges anciennes. Et donc, ils font du stockage, de la récolte et tout. Et en fait, ils ont utilisé la tax shelter récemment. Ils sont passés par une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Lita. C'est pas du don,
c'est de la prise de part. Quand tu fais un mimosa, tu vas récolter 4-5 000 euros et tu as tapé ta mère, ta voisine et ta copine, alors que si tu fais contre une carte postale ou un panier de légumes ou autre, c'est intéressant pour faire du marketing, mais ce n'est pas de l'argent gratuit. Tu travailles beaucoup derrière et en plus tu tapes ta famille. Il vaut mieux que ta famille fasse un prêt coup de pouce. Et si tu veux faire plus gros, il y a des plateformes comme Lita qui te permet d'utiliser le tax shelter. Après, je ne veux pas cracher sur des mimosas. Quand tu es un petit artisan qui veut te faire connaître à un endroit, tu veux payer mon four à pain et tu fais connaître et tu vas recevoir un pain, c'est un super moyen marketing. Par contre, ce n'est pas de l'argent gratuit. Tu vas donner à la plateforme, tu vas travailler beaucoup dessus. Vous voyez ce que je veux dire comme message. On appelle ça Lita et ITA. LITA. Ils sont. C'est crowdfunding, mais Alors, voilà, on appelle ça du crowdfunding parce que c'est plutôt du prêt que du don. Alors en amont, il faut une analyse financière de ton projet. Donc tu ne viens pas avec un truc boiteux. Ils peuvent le recaler, dire non, c'est trop dangereux. Et je pense que c'est maintenant. C'était slide après, mais il faut que je le dise maintenant. Les Lita, on en parle. Nous, on a travaillé donc on a fait une fois Mimosa. On a commencé le travail avec Lita. C'était le moment où on n'avait pas de terre avec un contrat suffisant, et donc ça a déjà bloqué chez eux. Et heureusement, parce que moi, après les retours que j'ai, pas forcément René & Co, mais quand vous fonctionnez avec des véhicules de financement comme ça, vous intégrez tout un tas de gens que vous ne rencontrez pas forcément, ou vous ne savez pas le profil de l'investisseur, parce que ça reste ça, quelqu'un qui met des parts en vue d'une action financière, enfin d'un bénéfice financier pour eux, assez immédiat, donc les 30 ou 45% de réduction d'impôt. Donc on ne les connaît pas, mais il faut bien se dire que là, déjà un coopérateur ou un actionnaire ou un investisseur, c'est de la dette à long terme, donc des parts, c'est pas comme un état immortel ou ad vitam aeternam. Non, à un moment, il va peut-être vouloir sortir, mais on ne sait pas quand. Il y a des mécanismes qui bloquent les sorties si jamais ça met en péril l'entreprise, oui, c'est une chose, mais se retrouver dans une assemblée générale avec une table comme ça ici et dont la moitié des gens veulent récupérer leur pognon et qu'on ne sait pas lui rendre, en fait, c'est hyper dangereux et ça peut conduire à certaines tensions et un climat de travail qui n'est pas, pour moi, le climat que j'ai envie pour mener une coopérative. Donc moi, je mets un gros point d'attention avec ces chasseurs de tax shelter qui existent, qui sont là pour faire fructifier leur pognon avant de soutenir un projet coopératif. Alors oui, il y a parfois des erreurs de casting, c'est pas toujours le cas, mais on se laisse quand même plus de chances d'y arriver. Alors pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est prendre leur travail, regarder ce qu'ils font, ils le font bien, ça, il n'y a pas photo. Ils ont une manne de gens qui savent, voilà. Bref, prendre ces idées-là et pouvoir les appliquer à titre personnel, c'est pas impossible. Donc chez nous, cette levée de fonds, on l'a fait de manière tout à fait personnelle, où j'ai regardé, j'ai monté un dossier d'investissement et j'ai utilisé les mêmes systèmes de tax shelter. En fait, c'est 2 pages de Word à remplir pour la FSMA et c'est fait, parce que c'est quand même contrôlé. Du coup, si on met ça public, etc., c'est quand même contrôlé, il y a quand même des choses qu'il faut faire. Et les plateformes ou les véhicules de financement ont tendance à rendre ça complexe, alors qu'en fait, ça n'est pas tant que ça. Mais encore une fois, il faut aimer un petit peu l'administratif quand même. Et après, il y a une suite pendant 4 ans à devoir déclarer à l'administration chaque année si tel ou tel a gardé ses parts, parce qu'il a bénéficié de quelque chose. Donc il faut bien prouver que pendant 4 ans, il a bien gardé ses parts. Encore une fois, c'est archaïque parce que c'est le fédéral, mais c'est pas impossible à faire du tout. Et donc moi, j'encouragerais d'abord à le faire, à au moins regarder, à analyser le travail que ça représente, et si c'est possible de le faire, à titre privé plutôt que d'aller avec ces véhicules de financement qui vont, en plus de ça, prendre un pourcentage qui est assez élevé. Alors il faut se dire aussi, ce pourcentage-là, ok, si on prend ce montant, est-ce que ça ne vaut pas les 3 mois à temps plein que je consacre à faire cette levée de fonds, plutôt que simplement de le donner et en plus d'avoir derrière des risques relatifs aux investisseurs qui sont rentrés dans la coopérative ou dans la structure, peu importe quelle qu'elle soit. Voilà, je ne veux pas du tout démonter, je mets juste des points d'attention. Je ne commercialisais pas l'ITA. Je vous mets un étal de ce qui existe. Il y en a plein des LITA ou autre chose. Je ne sais pas si tu avais fini ou si du coup c'est... Mais je pense qu'il y avait encore d'autres trucs. Coup de pouce, banque... Ah oui.
Nous, oui, la structure de... Oui, le point de départ, du coup, parce que j'ai intervenu sur un truc qui vient après, mais c'est pas grave. Le point de départ, c'est le besoin financier est vraiment déterminé pour nous par un... Il s'est déterminé, en tout cas. Je vais prendre juste illustratif notre exemple, par le réel besoin. En termes de positionnement, c'est vraiment le positionnement ou l'activité de la coopérative qui a déterminé, OK, on veut vendre à prix grossiste, ouais, super, mais donc du coup, il faut un outil qui permette de vendre à prix grossiste, donc qui permette de faire du volume et d'atteindre une certaine rentabilité au mètre carré pour arriver à faire ça. Et donc, dimensionner ces outils, c'est le plus important en fait. Dimensionner, on parlait de hangar, je sais plus, voilà, tous les outils doivent être correctement dimensionnés et vont déterminer un réel besoin en financement. Et après, sur base de ce besoin-là, on fait qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour arriver à trouver ce pognon. Et du coup, pardon, oui. Et donc, il y a un acteur que je n'ai pas parlé, c'est les invests régionaux. Ouais, c'est ça que je vais enchaîner là-dessus. Ouais. Et donc, du coup, on se renseigne, et on a entendu qu'il existait W.Alter. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Non. Alors, c'est une branche de la SRIW. En fait, on s'en fout un petit peu. C'est semi-régional, on va dire ça comme ça. Ça a changé de nom. Ouais. Ça s'appelle Wallonie Entreprendre. C'est aussi Walter. Hein. Walter fait partie de Wallonie Entreprendre. Ouais. Et Walter, c'est plus pour les coopératives. Enfin, en fait, c'est quasiment que pour les coopératives. Et Wallonie Entreprendre finance les autres PME qui ne sont pas forcément en coopérative. Ou PME ou en toute entreprise, même en personne physique, je pense que ça joue aussi. Ouais. Walter, c'est top. Donc, on a utilisé, nous, un mécanisme qui existait avant, mais qu'ils ont un peu repris à leur sauce. Ça s'appelle le plan bras zéro, 1 euro privé pour 1 euro public. Donc, il fallait d'abord qu'on fasse l'effort de lever des fonds pour que eux se mettent à niveau. Donc, si on lève 130 000, ils mettent 130 000 euros. Ils couplent généralement ça avec des emprunts type bancaire, mais que eux prennent. Donc, ça permet d'avoir un interlocuteur en face de nous qui soit beaucoup plus impliqué dans le projet, qui comprenne mieux qu'un banquier lambda qu'on a été voir, qui regarde ses grilles et qui vous met un taux et que si vous ne remboursez pas, ça va être compliqué, quoi. Là, on n'est pas sur le même interlocuteur, ce qui n'implique pas le fait de ne pas rembourser, attention. Hein. Mais je veux dire, on peut plus facilement discuter et ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus conscients de la réalité de ce que vit une coopérative, particulièrement dans le milieu agricole. Donc on avait trouvé des fonds propres via eux, via des clients, via des producteurs, ça je l'ai déjà dit, via certains investisseurs. Et alors là, je mets un autre... Quand je dis investisseur, ce mot, on l'apprécie pas méga fort, mais bref. Dans nos statuts, en fait, on est agréé CNC, donc c'est-à-dire qu'on a tout un tas de règles qui sont fixées, que d'ailleurs Walter travaille beaucoup avec ça, qui bloque un petit peu la rémunération en dividende, de manière à ce que ce ne soit pas une machine machine capitaliste comme on pourrait retrouver. Il y a ça, il y a quelques sécurités, clapets de sécurité qui permettent à l'entreprise justement que n'importe quel actionnaire ne sorte pas avec, qui était gros, ne sorte pas avec tous ses capitaux et mettent l'entreprise en péril. Donc ça, c'est important aussi. Donc ces investisseurs-là cherchent plutôt à rendre le modèle possible, montrer que c'est possible d'avoir un modèle coopératif au maraîchage rentable et viable et périn. Et donc, eux, ils y croyaient. Donc, voilà. Ça ne représente pas énormément de l'actionnariat, mais oui. Et alors, les acteurs, je passe vite sur les acteurs, aussi des employés, par exemple, impliqués aussi dans la coopérative. En fait, il ne nous reste plus que 5 minutes, figure-toi. OK. Les banques, on a un peu passé par eux, mais je me méfie. Je vais aller vite. Méfiez-vous si jamais vous êtes en cours de levée de fonds ou bien de financement, ou les cachets dans les banques, les prêts en crédit de caisse, avec une partie en crédit de caisse et on tombe vite dedans et puis ça ne fait que faire boule de neige. Et le prêt coup de pouce, je le recommande par contre à fond, parce que ça c'est un truc qui fonctionne vraiment bien. On l'a utilisé aussi avec un ami simple, un ami qui ne voulait pas forcément prendre des parts, qui se disait je vais bientôt changer ma chaudière dans 2 ans. Voilà, par contre, ça peut être immobilisé 4 ans, c'est parti, 2 ans. Là, c'était 4. Tu choisis, hein. Oui, c'est ça, on choisit ça fonctionne bien. Et alors, garder un ratio fonds propres endettement qui doit être un peu cohérent. Alors bon, ça, c'est avec des personnes comme Crédal aussi qui vous conseillent sur ce qu'il ne faut pas dépasser, parce qu'être 100% endetté, ce n'est pas forcément la bonne solution. Et voilà. Les pièges, j'en ai parlé, c'était plutôt l'ITA. Ok, alors on est loin d'avoir fini. On avait plein de choses à vous expliquer encore. Donc vous retenez, hein, il y a les capitaux, il y a le prêt. Dans le prêt, il y a les prêts bancaires classiques, il y a des acteurs alternatifs. On a parlé de Crédal, je n'ai pas fait trop de placements de
produit non plus. Il y a les invests. Alors les invests, il existe des invests publics. Wallonie Entreprendre. Il faut savoir que Wallonie Entreprendre ne finance pas normalement la production primaire. Production primaire, c'est la PAC, tout est coincé, même les aides, les subsides et les aides, c'est PAC. Mais par exemple, il a su dire, oui, mais nous, on est sur toute la filière de commercialisation et tout, donc il a su négocier auprès de Wallonie Entreprendre, au sein de son secteur Walter, de la prise de part et du crédit. Donc il rentre dans le capital. Il existe des invests privés qui font la même chose, dont des invests liés à l'alimentation. Food for Good, Share Value, je crois. Voilà, il existe des invests qui peuvent, mais ils vont rentrer dans le capital, non pas d'un individu, mais d'une structure juridique, hein, d'une coopérative ou d'une association. Après, il y a le prêt citoyen, je vous ai parlé de l'obligation, et il y a le prêt coup de pouce. Hein, on peut prêter à une entreprise. Alors, ce que je voulais quand même vous faire entendre, c'est que une entreprise, il a dit, hein, on est encore un peu un starter. Hein, entre j'ai une idée, je l'amorce, j'ai besoin de l'argent de démarrage, je suis un starter, je démarre, je ne suis pas encore au climax et au départ. Une entreprise, elle claque du fric et elle n'est pas encore rentable. Hein, donc il faut du capital qu'on n'a pas peur de risquer. Et puis après, on a une consolidation et éventuellement, on change de taille. Et bien souvent, on doit mettre une alchimie entre différentes manières de trouver de l'argent, du capital en fonds propres, du crédit, et mettre une obligation, selon les étapes de vie de l'entreprise. Il y a des stratégies différentes qui vont se mettre en place, quoi. Alors, les quelques slides que je souhaitais voir avec vous, c'est les prérequis. Pour demander de l'argent, il faut avoir un business plan. Donc, il faut vous travailler un business plan. Ça vous, soit vous en chargez ou alors vous vous faites accompagner. Il y a assez de structures. Qu'est-ce qu'on appelle un business plan? Qu'est-ce que je produis? Qu'est-ce que je vends? Quels sont mes avantages comparatifs par rapport à de la concurrence? Et puis après, tu as le plan financier. Le business plan, c'est le plan financier plus l'étude de marché et autres. Et dans le plan financier, qu'est-ce que j'entends comme plan financier? C'est qu'il y ait un compte de résultats sur plusieurs années. Combien je vends et combien ça me coûte. C'est d'avoir un bilan d'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez, actif-passif d'une entreprise. Actif, qu'est-ce que je fais avec le pognon? Passif, d'où il vient. Donc il y a le capital, les crédits, et dans l'actif, tu as les actifs immobilisés en machines, les actifs courants en stock ou en trésorerie. Plan de trésorerie, ça je vous l'avais dit, c'est super important. En janvier, je me retrouve à quoi? En février, je me retrouve à quoi? Et puis, est-ce que j'ai des pics de trésorerie ou des gros creux de trésorerie? Et donc, préalablement, je dois pouvoir me prévenir d'un assèchement de trésorerie et pouvoir du coup faire une demande de crédit. Nous, on accompagne des coopératives depuis 20-30 ans, on connaît leur cycle économique et on sait même de dire tiens, il va falloir garder de l'argent pour telle entreprise parce qu'il faut savoir que Crédal ne prête que l'argent de ses coopérateurs. Donc pour l'instant, on a 60 millions d'euros, on en prête 60. On ne sait pas en prêter 100. Et donc on réserve à nos partenaires, on est plus que des partenaires que des clients, comme ça. Alors, le tax shelter, j'avais fait une slide dessus, le prêt de Wallonie Entreprendre, Walter, en particulier pour les coopératives, mais même si vous êtes en société classique, regardez un peu sur le site de Wallonie Entreprendre. Et alors, un bon équilibre entre... c'est un peu mon bilan. J'ai besoin d'investissement, j'ai besoin d'argent pour avoir du stock. J'ai besoin de trésorerie de départ parce que je dois mettre de l'argent sur je dois acheter sur un bail, je dois mettre une garantie, je dois acheter une licence ou autre. Et à côté de cela, il faut avoir exactement le bon équilibre entre crédit, fonds propres. Mais tu ne peux pas démarrer ton activité si tu n'as pas résolu l'équation d'égalité. La somme ici doit être égale à la somme ici. Si tu démarres avec un problème de trésorerie dès le départ, tu vas courir pendant tout ton entrepreneuriat après ce problème, ce manque de trésorerie, et tu vas te mettre en difficulté. Alors là, c'est là
qu'un financier ou un accompagnateur peut t'aider à mettre en place une stratégie en construisant avec toi ton plan de trésorerie. Plan de trésorerie, c'est quoi, hein? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Qu'est-ce qui rentre en chiffre d'affaires? Donc le maraîcher en hiver, c'est pas terrible. Les radis un peu après, puis après en été, septembre, octobre, novembre, c'est maintenant qui vend du volume. Par contre, dans mes achats, c'est le contraire, quoi. Je fais mes investissements en début d'année, je remets des serres et autres. Hein, donc il faut bien pouvoir maîtriser son plan de trésorerie. Alors, l'entreprise doit faire constamment un peu un tableau de bord financier, hein, justement avec ses différents leviers. Hein. Je prépare le compte de résultat 2025, le plan de trésorerie 2025, hein, et régulièrement, une fois par trimestre, avec le conseil d'administration, je vérifie où j'en suis dans mes prévisions et est-ce que je dois rééquilibrer mes prévisions. D'autant. Alors quand j'explique ça à des maraîchers, parce que je donne de temps en temps les cours de gestion et tout, à la SBL Crabe et tout, ils pensent que je suis un fasciste, mais ils me disent « Ah mais nous on travaille avec la nature ». Ok, mais vous pouvez voir que Gros fait certainement cela. Donc je ne suis pas un fasciste de la finance. Voilà.